Alors voilà. Allô, Madi? Oui. On voudrait que vous nous fassiez un spectacle sur l'infini, 45 minutes pour clôturer notre marathon des sciences. Oui, sur l'infini. Ah, mais vous savez, ce sont des scientifiques qui seront au courant, ils auront eu 12 conférences dans la journée. Ah non, pas fatigué, non, pas fatigué. Non. Et alors, j'ai eu un grand trou noir. Alors, l'infini, c'est dans les détails, non? Non, ça c'est le diable, non. L'infini, c'est dans les plis. Ouais. Un coup de dé, jamais... Non, ça n'ira pas ça. L'éternel retour, pas terrible non plus. En fait, l'infini, c'est une des plus crispantes agaceries qui tourmentent l'esprit humain. Ouais, merci Blanqui. Mais les infinis sont-ils égaux? Ouh là là, avec l'infini, on s'égare. Hein. On s'égare, mais voilà l'hôtel infini. L'hôtel de l'infini. Alors, Monsieur Voltaire va pouvoir m'aider. Rien n'est plus déplacé que de parler de physique poétiquement et de prodiguer les figures, les ornements, quand il ne faut que méthode, clarté et vérité. Bah, vous ne m'aidez pas beaucoup là, hein, Monsieur Voltaire. Einstein, lui c'est le spécialiste, hein, d'accord. Deux choses sont infinies, l'univers et la bêtise. En ce qui concerne l'univers, je n'en ai pas encore la certitude absolue. En fait, l'infini, c'est ultra énorme, le public est ultra documenté et il est ultra fatigué. Il va falloir que je sois ultra compact. Alors commençons par le début. Le zéro et l'infini. Le zéro, est-ce que le zéro est le frère de l'infini? Bon, les pataphysiciens vont nous dire ça. Zéro, c'est rien du tout. C'est nul. Ça voudrait faire un numéro, ça se prend pour un opuscule, mais c'est un numéro zéro. Zéro, ça n'a pas de beau reste. Du néant, même pas un zeste. Zéro, c'est l'absence de tout. Même pas un brin de conduite au cœur de rien, c'est une fuite. Zéro, c'est à dormir debout. Du vide, il serait cardinal, ai-je pointé dans un dico. Alors moi, je serais papal. Zéro, je vous dis, c'est zéro. Ce n'est même pas 1 degré, ça n'a pas de température, ou alors la glace en aurait, et le reste, c'est des ratures. Jacques Bertrand. Hubert Reeves. Expliquez-nous comme si nous étions vos petits-enfants. Grand-papa, laisse-moi faire le calcul. 24% de matière sombre, plus 72% d'énergie sombre. Cela veut dire que 96% de l'univers nous est inconnu. Mais est-on sûr qu'ils existent vraiment, ces 96 invisibles? Grand-papa, que peut-on prévoir pour l'avenir de l'univers? Là, tu me demandes de jouer au prophète. C'est un peu risqué. La plupart du temps, les prophéties de tous ordres se sont révélées fausses. Mais il est tentant d'essayer de prévoir l'avenir à partir de nos connaissances actuelles, de son passé et des lois de la physique.
Il y a encore 2 scénarios possibles. Si l'impulsion initiale au moment du Big Bang avait été suffisante, premier scénario, les galaxies poursuivraient indéfiniment leur éloignement. En conséquence, l'univers se diluerait et se refroidirait progressivement et indéfiniment jusqu'à atteindre des températures proches du zéro absolu. Ce scénario porte le nom de Big Chill. Dans le second cas, l'impulsion initiale serait insuffisante pour libérer les galaxies de leur attraction mutuelle. Progressivement, leur mouvement se ralentirait. La température de l'univers retrouverait les autres valeurs du passé. Ce serait le Big Crunch. Et alors, où cela nous mène-t-il, grand-papa? Toutes tes prédictions sur l'avenir de l'univers, c'est quoi? C'est l'énergie sombre qui semble être la clé. Le problème, c'est que nous ne savons pas si elle change avec le temps, si elle ne change pas au cours des milliards d'années à venir. Mais pas de panique. Big Chill ou Big Crunch, ça ne sera pas avant plusieurs dizaines de milliards d'années. Pour le proche avenir, le réchauffement planétaire que nous vivons en ce moment, lié pour une grande part aux activités humaines, est immensément plus inquiétant. Ta réponse, en définitive, c'est qu'on ne sait pas. Alors, si on ne sait pas, essayons de déplier la poésie. Soupeau et Breton, dès 1919, écrivaient « L'équation de la pudeur des femmes est spécialement difficile. J'ai rencontré une jeune fille qui portait X2 plus 2AX sur son cœur. Cela lui allait à merveille. » Et alors, Italo Calvino s'amène. Et alors, Monsieur Palomar marche le long d'une plage déserte. Il rencontre de rares baigneurs. Une jeune femme est allongée sur le sable et prend le soleil, les seins nus. Palomar, en homme discret, détourne son regard vers l'horizon marin. Il sait qu'en de pareilles circonstances, à l'approche d'un inconnu, les femmes souvent se hâtent de se couvrir. Et cela ne lui semble pas bien. C'est dérangeant pour la baigneuse qui prenait tranquillement le soleil, et le passant se sent un gêneur. Et là, alors, le tabou de la nudité se trouve implicitement confirmé. C'est pourquoi, dès qu'il voit se profiler de loin le nuage rose-bronze d'un torse féminin, nu, il se hâte de détourner la tête de façon que la trajectoire de son regard reste suspendue dans le vide et témoigne de son respect courtois pour l'invisible frontière qui enveloppe les personnes. Cependant, pense-t-il en avançant et en rendant leur liberté de mouvement à ces globes oculaires dès que l'horizon est dégagé, ainsi faisant, j'affecte un refus de voir, c'est-à-dire que je finis moi aussi par renforcer la convention qui considère comme illicite la vue d'un sein. Ou plutôt, j'institue une sorte de soutien-gorge mental suspendu entre mes yeux et cette poitrine qui m'a semblé fraîche et agréable à voir, d'après ce que j'en ai entrevu aux limites de mon champ visuel. En somme, ma façon de ne pas regarder présuppose que je suis en train de songer à cette nudité, que je m'en soucie. Et il y a là, au fond, une attitude rétrograde, indiscrète. En revenant de sa promenade, Palomar passe à nouveau devant la baigneuse et cette fois il regarde fixement devant lui en sorte qu'il effleure avec une équitable uniformité l'écume des vagues qui se retirent, la coque des barques tirées sur le rivage,
le drap de bain étendu sur le sable et la rondeur lunaire de la peau claire avec l'auréole brune du tétin et dans la brume le profil de la côte grise contre le ciel. Voilà, réfléchit-il, satisfait de lui-même en poursuivant son chemin. Voilà, j'ai réussi à ce que le sein soit complètement absorbé dans le paysage et que mon regard ne pèse pas plus que le regard d'une mouette ou d'un merlan. Mais agir ainsi, est-ce vraiment juste ? Réfléchit-il encore. Ou bien n'est-ce pas une façon d'aplatir la personne humaine au niveau des choses, de la considérer comme un objet, et ce qui est pire, considérer comme un objet ce qui dans la personne est propre au sexe féminin? Ne suis-je pas en train de perpétuer la vieille habitude de la suprématie masculine endurcie par les années dans son insolence rossinière ? Il se tourne donc et revient sur ses pas. Maintenant, en parcourant du regard la plage avec une objectivité impartiale, il fait en sorte qu'à peine la poitrine de la femme entrait dans son champ visuel, on y remarque une discontinuité, un écart, presque un éclair. Le regard avance jusqu'à effleurer la peau tendue, se retire, comme s'il appréciait avec un léger tressaillement la consistance différente de la vision et sa valeur particulière, et pendant un instant, il se suspend en l'air, décrivant une courbe qui accompagne le relief du sein, à distance, avec un air à la fois évasif et protecteur, pour reprendre ensuite son cours comme si de rien n'était. Je crois qu'ainsi ma position est bien claire, pense Palomar, sans possibilité de malentendu. Oui, mais ce survol du regard, en fin de compte, ne pourrait-il pas être ressenti comme la marque d'une attitude de supériorité ? Une sous-évaluation de ce qu'est et signifie un sein ? Une manière en quelque sorte de le tenir à l'écart, en marge ou entre parenthèses. Voilà que je recommence à reléguer le sein dans la pénombre où on l'a tenu pendant des siècles de pruderie maniaco-sexuelle et de péché de concupiscence. Cette interprétation va à l'encontre des meilleures intentions de Palomar, qui, tout en appartenant à une génération pour laquelle la nudité de la poitrine féminine était encore associée à l'idée d'intimité amoureuse, salue cependant favorablement ce changement dans les mœurs, aussi bien pour ce qu'il signifie en tant que reflet d'une ouverture des mentalités que parce que c'est cette vue en particulier qui lui est agréable. C'est bien cet encouragement désintéressé qu'il voudrait parvenir à exprimer par son regard. Il fait marche arrière. D'un pas décidé, il se dirige de nouveau vers la femme allongée au soleil. Cette fois, son regard, léchant avec volubilité le paysage, s'arrêtera un instant sur le sein, avec des égards particuliers, mais il se hâtera de l'envelopper d'un élan de bienveillance et de gratitude pour tout, pour le soleil et le ciel, pour les pins recourbés, pour la dune et le sable, pour les récifs, les nuages et les algues, pour le cosmos qui tourne autour de ces pointes auréolées. Ceci devrait suffire pour tranquilliser définitivement la baigneuse solitaire et libérer le terrain de toute déduction hâtive et erronée. Seulement voilà, dès qu'il recommence à s'approcher, elle se lève d'un bond, se recouvre, bougonne,
s'éloigne avec des haussements d'épaules agacés, comme si elle échappait aux insistances importunes d'un satyre. Le poids mort d'une tradition de mauvaises mœurs empêche d'apprécier à leur juste mérite les intentions les plus éclairées. C'est ce que conclut amèrement Palomar. Dieu parle. Je cherche une goutte de pluie qui vient de tomber dans la mer. Dans sa rapide verticale, elle luisait plus que les autres, car seule, entre les autres gouttes, elle eut la force de comprendre que très douce, dans l'eau salée, elle allait se perdre à jamais. Alors je cherche dans la mer et sur les vagues alertées, je cherche pour faire plaisir à ce fragile souvenir dont je suis seul dépositaire. Mais j'ai beau faire, il est des choses où Dieu même ne peut plus rien, malgré sa bonne volonté et l'assistance sans parole du ciel, des vagues et de l'air. Jules Supervielle. Des milliers et des milliers d'années ne sauraient suffire pour dire la seconde d'éternité où tu m'as embrassé, où je t'ai embrassé, un matin, dans la lumière de l'hiver, au parc Montsouris, à Paris sur la terre qui est un astre. Jacques Prévert. Étonnants voyageurs, quelles nobles histoires nous lisons dans vos yeux profonds comme les mers. Montrez-nous les écrins de vos riches mémoires, ces bijoux merveilleux faits d'astres et d'éthers. Dites, qu'avez-vous vu? Nous avons vu des astres et des flots. Nous avons vu des sables aussi. Et malgré bien des chocs et d'imprévus désastres, nous nous sommes ennuyés, comme ici. La gloire du soleil sur la mer violette, la gloire des cités dans le soleil couchant, allumait dans nos cœurs une ardeur inquiète de plonger dans un ciel aux reflets alléchants. L'humanité bavarde
ivre de son génie, et folle maintenant comme elle était jadis, criant à Dieu dans sa furibonde agonie, « Ô mon semblable, ô mon maître, je te maudis. » Et les moins sots, hardis amants de la démence, fuyant le grand troupeau parqué par le destin et se réfugiant dans l'opium immense, tel est du globe entier l'éternel bulletin. Amer savoir celui qu'on tire du voyage. Le monde monotone et petit aujourd'hui, hier, demain, toujours, nous fait voir notre image, une oasis d'horreur dans un désert d'ennui. Faut-il partir? Rester? Si tu peux rester, reste. Pars s'il le faut. L'un court et l'autre se tapit pour tromper l'ennemi vigilant et funeste, le temps. Il est hélas des coureurs sans répit. Ô mort, vieux capitaine, il est temps, levons l'ancre. Ce pays nous ennuie, ô mort, appareillons. Si le ciel et la mer sont noirs comme de l'encre, nos cœurs que tu connais sont remplis de rayons. Verse-nous ton poison pour qu'il nous réconforte. Nous voulons, tant ce feu nous brûle le cerveau, plonger au fond du gouffre, enfer ou ciel, qu'importe, au fond de l'inconnu, pour trouver du nouveau. Baudelaire. D'Abernathe. S'il n'y avait pas d'espace, il n'y aurait pas de place. S'il n'y avait pas de place, il est un fait sûr et très certain qu'il n'existerait rien. Isidore Ducasse, alias Lautréamont. La poésie est la géométrie par excellence. Depuis Racine, la poésie n'a pas progressé d'un millimètre, elle a reculé. Grâce à qui? Aux grandes têtes molles de notre époque. Queneau. Ô temps, suspends ton bol. Ô matière plastique, d'où viens-tu? Qui es-tu? Qu'est-ce qui explique tes rares qualités? De quoi donc es-tu fait? D'où donc es-tu parti? Remontons de l'objet à ses aïeux lointains. Que l'envers se déroule, son histoire exemplaire. Et maintenant, Pierre Schaeffer, l'inventeur de la musique concrète. Bidule et 1. Dès que je m'exprime, je me trompe. Dès que je communique, je trompe les autres, ou plus souvent, me comprenant d'une autre façon,
ils se trompent eux-mêmes. Nous communiquons plus, n'écrivons plus, nous vivrons alors plus encore comme des déterminés, des électrons, des imbéciles. On n'en sort pas. C'est qu'il ne faut pas en sortir. Einstein, cité par Stephen Hawking. Les équations sont plus importantes pour moi parce que la politique représente le présent, alors qu'une équation est quelque chose d'éternel. François Cheng. La mort n'est plus notre issue, car plus grand que nous est notre désir, lequel rejoint celui du commencement. Désir de vie. Dans l'immensité cosmique, une drôle de comédie. Au cœur de l'infini, où les étoiles scintillent, il y a un ballet galactique où les planètes s'entremêlent. Mais parmi ce spectacle grandiose et divin se cache une ironie, un clin d'œil malicieux et fin. Un trou noir farceur avale un astre gourmand, tandis qu'une comète paresseuse s'étire en bâillant. Des galaxies facétieuses se livrent à des courses folles, et les supernovae explosent en rire et en bol. Ô cosmos facétieux, plein de surprises comiques, où l'absurde côtoie le grandiose sans aucun cynisme. Un astronaute perdu se retrouve sur un nuage cotonneux, et un chat cosmique se promène en miaulant des vers amoureux. Des planètes bizarres s'affichent dans des formes cocasses, tandis que des lunes espiègles font des grimaces. Des astéroïdes farceurs jouent à cache-cache avec les soleils et les pulsars rythment l'univers avec des airs d'accordéon. Alors levons les yeux vers ce ciel plein de malice et laissons-nous emporter par cette comédie cosmique, car l'infini n'est pas qu'une question de grandeur et de mystère, c'est aussi un espace de jeu où l'humour règne en maître. ChatGPT. ChatGPT ne fera jamais du Tardieu. Quoi qu'a dit? A dit rien. Quoi qu'a fait? A fait rien. À quoi qu'a pense? A pensé rien. Pourquoi qu'a dit rien? Pourquoi qu'a fait rien? Pourquoi qu'a pensé rien? N'existe pas. Gilles Deleuze avec Leibniz. La ligne est pliée à l'infini parce qu'elle est incluse. L'inclusion est la cause finale du pli à l'infini. Vous pliez à l'infini une lettre pour la mettre dans une enveloppe qui, si elle est petite à l'infini, vous fait plier la lettre à l'infini. Deleuze avec Félix Guattari sur le monochrome IKB de Yves Klein. L'univers se présente à la limite comme l'aplat, l'unique grand plan, le vide coloré, l'infini monochrome. C'est comme un passage du fini à l'infini. C'est bien le moment de l'infini, des infinis infiniment variés. Il est vrai que l'aplat monochrome est autre chose qu'un fond
Et quand la peinture veut recommencer à zéro, elle procède par monochromie libérée de tout. Mais si le bleu est parfaitement identique dans le tableau ou d'un tableau à l'autre, c'est le peintre qui devient bleu. Yves, le monochrome. Fernando Pessoa, l'Aude maritime. Oh, fuite continuelle, départ, ivresse du divers. Quand le navire s'éloigne du port, flotter comme âme de la vie, s'en aller comme voix, vivre l'instant trépidamment dans les eaux éternelles. À chaque heure maritime, sentie de plus en plus à pleine d'eau, l'absurde sanglot de nos âmes déverse sur les étendues de mer différentes, jonchées d'îles dans les lointains, sur les îles bien loin des côtes laissées en arrière. Ah, la fraîcheur des matins où l'on arrive et la pâleur des matins où l'on part, quand nos entrailles se nouent et qu'une vague sensation semblable à une peur, la peur ancestrale de s'éloigner et de partir, la mystérieuse crainte ancestrale de l'arrivée du nouveau nous rétrécit la peau et nous écœure. Et que tout notre corps angoissé ressent, comme si c'était notre âme, une inexplicable envie de pouvoir sentir cela différemment. Une saudade pour quelque chose, un trouble d'affection pour quelle vague patrie, pour quel rivage, quel navire, quel quai, car en nous la pensée tombe malade et ne subsiste qu'un grand vide au fond de nous, qu'une creuse satiété de minutes marines, qu'une anxiété bien vague qui serait ennui ou douleur si elle savait comment le devenir. Toute la vie maritime, tout dans la vie maritime s'infuse dans mon sang, toute cette subtile séduction, et indéfiniment je me plonge en pensée dans les voyages. Ah, les côtes lointaines, les lignes des côtes lointaines aplaties par l'horizon. Ah, les caps, les îles, les plages sablonneuses. Les solitudes maritimes, comme certains moments dans le Pacifique, où, sous l'effet de je ne sais quelle suggestion apprise à l'école, on sent peser sur ses nerfs le fait qu'il s'agit là du plus grand des océans, et où tout le monde et la saveur des choses deviennent un désert au fond de nous.
l'étendue plus humaine, plus éclaboussée de l'Atlantique. Tout ce qu'il y a de douceur et d'enfance dans l'heure matinale. Une mouette passe. Et voici ma tendresse plus grande. Mais pendant tout ce temps, je n'ai fixé mon attention sur rien. Tout cela n'a été qu'impression de la peau ainsi qu'une caresse. Tout ce temps, je n'ai pas quitté des yeux mon rêve lointain, ma maison au bord du fleuve, mon enfance au bord du fleuve, les fenêtres de ma chambre donnant sur le fleuve la nuit et la paix de la lune éparse sur les eaux. Je m'en souviens. Les larmes coulent sur mon cœur, le lave de la vie, et se lève une légère brise marine au fond de moi. Céleste Albaret parle de Proust. Ce qui le consumait le plus dans son œuvre, c'était le temps. Il lui courait après dans ce livre, et cependant, c'était lui-même qui se sentait rattrapé dans la vie. Pendant ces années que j'ai passées avec lui dans cette espèce de monde à l'envers, et presque complètement clos, où nous avions l'air d'avoir notre calendrier spécial tout dimanche, ou toujours ordinaire, et notre pendule à nous, dont les heures étaient commandées par M. Proust et n'avaient plus rien du tout de commun avec celles des autres. Pendant toutes ces années, il n'y a pas dû y avoir de journée sans que perce à un moment sa peur de ne pas pouvoir achever ce qu'il avait commencé. Chère Céleste, je suis épuisée, je n'en peux plus. Il faut pourtant que j'avance. Si je n'arrivais pas jusqu'au bout, j'aurais donné toute ma vie, tout sacrifié pour rien. Céleste, je n'en finis pas. Et la mort me poursuit, elle me talonne. Innocemment, je lui ai répondu, mais en me forçant à plaisanter, « Bien, monsieur, au lieu de prolonger, pourquoi ne finissez-vous pas ?» Il m'a regardé avec son sourire patient et indulgent qui parvenait jamais à être douloureux. « Chère Céleste, vous croyez que cela se fait comme ça ? Je ne peux pas. Ce n'est pas aussi simple que ce vous le pensez d'écrire le mot fin. » Il y a eu un matin extraordinaire, un matin pour nous, je veux dire, enfin, donc en réalité un après-midi. Il avait l'air très fatigué, mais il souriait en me regardant venir. Tout de suite, j'ai été frappée par la lumière de son expression. Comme j'arrivais près du lit, il a tourné un peu la tête vers moi. Ses lèvres se sont ouvertes et il a parlé. Depuis que je vivais auprès de lui, c'était la première fois qu'il m'adressait la parole au sortir de son réveil et avant d'avoir pris sa première tasse de café. Jusqu'à sa mort, ça ne s'est plus jamais reproduit. Donc j'ai été surprise et malgré moi, je suis restée là en suspens. Il m'a dit « Bonjour Céleste ».
Un petit instant, son sourire a paru déguster ma surprise, puis il a repris. Vous savez, il est arrivé une grande chose cette nuit. Oh ben, que s'est-il passé, monsieur? Devinez. Il s'amusait beaucoup. Monsieur, je ne vois pas du tout ce que ça peut être, je ne peux pas deviner, ça doit être un miracle, il faut que vous me l'appreniez. L'air tout heureux et rajeuni, il jubilait comme un enfant qui a joué un bon tour. Eh bien, ma chère Céleste, je vais vous le dire. C'est une grande nouvelle. Cette nuit, j'ai mis le mot « fin ». Et pour finir, Picasso. 9 décembre 1938. Ciel, ciel, ciel. Cache dans ses poches ses mains. La nuit, ciel aloès, fleurs ciel, cobalt de corde, livre de chevet, ciel, 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 violet, 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 ciel, 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 violet, 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 ciel, 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 violet, 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 ciel, 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 violet, 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 ciel, 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 violet, 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 vert, 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 ciel, vert, 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 ciel, 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 noir, vert, ciel, 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 noir, 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 blanc, blanc, noir, vert, vert, marron, ciel, 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 ciel.